Bonjour à tout le monde à Toulouse. Je m'appelle Sila Elworthy et je suis bien contente de pouvoir parler avec vous, même si je ne peux pas malheureusement être là en réalité. Grâce à l'aide et l'efficacité de Judith Brown et son traductrice, je vais essayer de vous parler en français pour le discours que j'aurais aimé donner si j'étais là en réalité. Le sujet dont je voudrais parler, c'est l'amour en ton de haine. La menace que la plupart des gens redoutent aujourd'hui est celle du terrorisme. Pourtant, les méthodes actuellement utilisées pour faire face au terrorisme ne font que répéter des graves erreurs de décision intérieure, avec pour effet d'exacerber le problème. Si l'on veut bâtir une stratégie efficace, il est essentiel de comprendre la manière de penser des combattants et ce qu'ils craignent. Répondre au terrorisme par la violence est contre-productif. Parce que la violence, c'est ce que le terroriste comprend. Et ils sont passés maîtres dans la manière dont ils exploitent la dépendance qui est la nôtre à l'égard des informations qui parlent de leur barbarie. La violence, ainsi que déclare Nicolas Hénin, qui fut prisonnier de l'État islamique, c'est exactement ce que ces ravisseurs désirent. C'est ce qu'il dit, les frappes sur l'État islamique sont un piège. Et dit-il, le vainqueur de cette guerre ne sera pas le con qui a l'armement le plus récent, le plus cher ou le plus sophistiqué, mais le con qui réussit à ranger les gens de son côté. À titre d'exemple de la façon dont les gens ont bien réagi, Nicolas Hénin décrit la récente escalade de la crise des réfugiés et la réaction de solidarité de ceux qui, en Europe, ont cherché à donner un toit aux réfugiés musulmans comme un coup à l'État islamique. Il a décrit cela comme un coup à l'État islamique. Toute personne désireuse de comprendre pourquoi des milliers de musulmans nés en Occident quittent le confort de leur demeure pour se battre dans les rangs de l'État islamique ferait bien de regarder le nouveau film Puissant de Deya Khan. Ce film s'appelle Jihad et British Story, le djihad, une histoire britannique. La cinéaste, titulaire de nombreux prix, a passé 18 mois à interviewer des pères fondateurs du djihad du Royaume-Uni, afin de comprendre ce qui poussait des jeunes à s'engager dans un mouvement aussi violent et trouver ainsi des moyens de les prévenir. Elle dit, toutes les raisons sous-jacentes pour partir sont des raisons très humaines, des raisons psychologiques élémentaires. Parmi celles-ci, le fait de ne pas trouver de sentiment d'appartenance, ni de sens de la famille, de se débattre pour trouver sa place dans le monde, en se posant cette question, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Il est également clair, dit-elle, que même si les hommes qu'elle a interviewés ont souvent rejoint le djihad
pour lutter contre la justice, ils se sont rendus compte, en arrivant sur place, que le problème n'était pas tant celui des souffrances des musulmans qu'une affaire de politique locale et de pouvoir local, et que ces combattants étrangers n'étaient rien d'autre que de la chair à canon. Quelles seraient alors des stratégies plus efficaces? Premièrement, asphyxier la terreur. Quand les médias occidentaux mettent toujours les terroristes à la une, comme cela a été le cas lors des attentats à Paris, ces derniers peuvent se voir comme des célébrités mondiales. D'autres jeunes gens sont attirés par une telle couverture médiatique, même si cela doit leur coûter la vie. Les dirigeants occidentaux devraient organiser un programme cohérent et coordonné afin de convaincre les éditeurs et les propriétaires des médias que présenter les portraits et les biographies des auteurs d'attentats suicides ne fait que donner de l'oxygène au djihad et constitue en soi une menace pour la sécurité. Au contraire, si l'on refusait d'offrir ce genre d'oxygène, cela contribuerait à réduire fortement la fascination pour la barbarie. Deuxièmement, faites que l'État islamique craint le plus. Unissez-vous. Avaz est un mouvement mondial en ligne qui donne aux citoyens le moyen de peser sur les prises de décision partout dans le monde. Il n'a que 5 ans, mais il grandit à raison de millions de consultations par mois pour devenir le plus grand et le plus puissant réseau militant en ligne du monde entier. En novembre 2015, voici ce qu'Avaz a publié. L'objectif de l'État islamique est de diviser la famille humaine, de séparer 1,5 milliard de musulmans du reste du monde. Les musulmans représentent près d'un quart de l'humanité et 99% d'entre eux sont horrifiés, comme tout le monde, par les attaques de l'État islamique. Ce sont eux qui sont les principales victimes de l'État islamique et qui disposent du pouvoir le plus puissant pour aider à le vaincre. Alors, répondons à la haine par l'humanité et saisissons cette chance qui nous est offerte d'opérer des changements profonds. Que nous tous, musulmans et non-musulmans, partout dans le monde, nous nous accueillons les uns et les autres au sein de notre famille humaine, une et commune, comme jamais auparavant. Les attaques de l'État islamique cherchent à répandre la haine et la peur pour séparer le 1,5 milliard de musulmans du reste du monde. Répondons à leur haine par la sagesse. Il est temps de donner du muscle à la sagesse. Dans l'association internationale Rising Women, Rising World, c'est-à-dire Femmes émergentes, Monde émergent, nous nous posons la question la plus difficile, qui soit celle qui risque d'être tournée en ridicule. Et c'est ça. Quand viendra donc le moment
d'amener les jeunes recrues de l'État islamique à une forme de dialogue. Laissons-nous mesurer le risque. Nous sommes en droit de penser que si l'on maintient la ligne de conduite actuelle, cela signifie que tôt ou tard, on en viendra aux armes nucléaires et alors il n'y aura pas de terre à dominer. Une réponse d'amour nous oblige à penser aux terroristes comme à des personnes. Cela nous encourage à comprendre que leurs actions, des actions cruelles et violentes, proviennent d'un sentiment d'injustice, d'humiliation et d'isolement, et du désir perverti d'appartenir, de faire partie de quelque chose de grand et de noble. Nous devons imaginer que leur douleur et la douleur que tant d'autres personnes ressentent en cette période de terreur ne sont pas insurmontables. Pour penser de cette façon et être prêt à agir, il y faut du courage. Construire des ponts, autonomiser les populations locales. Au cours de la décennie écoulée, l'organisation caritative Peace Direct a appris que les populations locales ont le pouvoir de trouver leurs propres solutions pour résoudre les conflits et que c'est le meilleur moyen de briser les cycles récurrents de violence et de réaliser une pacification durable. Une des leçons que nous avons apprises de nos partenaires sur le terrain à travers le monde, c'est l'importance de l'aide à apporter aux gens mécontents pour qu'ils se sentent membres de leur propre communauté et de les détourner ainsi de l'extrémisme. Même si cela peut ressembler à un cliché libéral en face de mouvements aussi violents que l'État islamique, c'est en réalité un travail dur et dangereux et qui exige de la persévérance. Cela peut donner des résultats remarquables. Par exemple, le projet de contre-radicalisation au Pakistan, qui a reçu un prix mondial, a touché près de 4000 jeunes gens à risque de violence grâce à 223 médiateurs de jeunes gens formés dans ce but, lesquels sont maintenant dans la dialogue avec eux. Ce projet est dirigé par le courageux jeune femme Gululay Ismail. Elle est un très bon exemple des femmes qui savent comment faire face à la violence. Les femmes ne plaident pas seulement pour un usage plus limité de la force armée. Nous soutenons que toute intervention armée devrait être précédée et suivie par un plus large éventail de stratégies visant à la fois les causes et les effets de la violence. Numéro 1. Couper les fournitures d'armes dans la région. Les dépenses militaires au Moyen-Orient ont augmenté de 75% entre 2001 et 2014. Deuxièmement, l'Arabie saoudite est globalement le deuxième plus grand importateur d'armement majeur. Pourquoi armons-nous un pays qui a décapité 100 personnes au cours des 6 premiers mois de l'année 2015? Troisièmement,
donner aux femmes une voix sur les questions de stratégie. Seuls 4 ministres de la Défense à l'échelle mondiale et seulement 2,5% des négociateurs d'accords de paix sont des femmes. Ce qui signifie que l'expérience vécue par la majorité des victimes de guerre ne sont pas entendues dans les négociations. Les femmes et les hommes qui ont découvert leur capacité ont développé de la compassion, pas seulement pour manifester de la sympathie envers les autres, mais pour prendre les mesures appropriées afin de les aider. Instinctivement, ils dépassent les considérations de hiérarchie et de respect pour les puissants pour inclure ceux qui n'ont pas la parole ou qui sont faibles. En conclusion, la plupart des gens disent qu'ils veulent la paix, mais nous ne mettons pas nos compétences et notre imagination au service de ce défi. La construction de la paix vient en bas dans la liste des priorités, à coup sûr dans l'échelle des dépenses. Si l'on fait une comparaison avec la guerre, nous n'avons pas de budget pour un ministère de la paix, alors que nous avons pour la guerre tout en l'appelant défense. Il est parfaitement possible d'élaborer des stratégies pour désarmer les êtres humains qui vivent dans la terreur et essayer de terroriser les autres à leur tour. Cela exige une intention forte et un budget, avec, en plus de courage, de la détermination et de la compassion à tous les niveaux. Et c'est cela dont les êtres humains sont capables et que les Quakers connaissent bien depuis des siècles, qu'ils ont appris à dire la vérité au pouvoir.